Yorana, merci d'être au rendez-vous. Dans l'actualité de ce dimanche 25 octobre, 130 militaires déployés sur le terrain pour veiller au bon respect du couvre-feu. Ils ont surtout effectué de la prévention envers les personnes contrôlées, mais elles étaient très peu nombreuses. Seules quelques-unes ont été rappelées à l'ordre. L'ambiance est plutôt morose au marché de Papeete en cette période de crise sanitaire du Covid-19. Beaucoup de clients renoncent à faire leurs emplettes. Le nouveau centre d'accueil aménagé à Fareouté n'a pas de succès. 27 sans-abri y ont trouvé refuge la nuit dernière. Les autres ont préféré ne pas s'y rendre. Vaiti Ninan Yamatsi, éducatrice de l'association Tetoria, nous donnera quelques explications dans ce journal. Et nous embarquerons à bord du Maristella aussi dans cette édition pour découvrir la vie de marins à bord de la goélette. Vous allez le voir, malgré des conditions parfois difficiles, ils investissent toute leur énergie. Notre rubrique du dimanche consacrée aux mémoires du passé s'intéresse ce soir à une formation de sport dispensée à 30 enseignants du premier degré par l'Union sportive de l'enseignement. En première ligne, pour s'assurer du respect des règles depuis le début de cette crise sanitaire, les forces de l'ordre ont de nouveau été mobilisées pour faire appliquer le couvre-feu. Des centaines de policiers et gendarmes se sont chargés de contrôler qu'entre 21h et 6h du matin, cette nouvelle mesure est respectée. Le constat est clair, le couvre-feu fonctionne. Les détails avec Rohan Potoru Sandroli et Mirko Vonfou. Pour le premier soir du couvre-feu, plus de 90 gendarmes mobilisés sur les routes du Fénois. À Fa'a, les automobilistes inspectés sont pour la plupart en règle. Les procès-verbaux se font rares, le dialogue est plutôt privilégié. L'objectif, ce n'est pas de faire du procès-verbal, une fois de plus. C'est aussi d'expliquer pourquoi on met en place ces mesures. Alors après, s'il y a des personnes, je l'ai dit aussi, s'il y a des personnes qui ne respectent pas les contrôles, qui sont irrespectueux, il y aura des verbalisations. Mais aujourd'hui, on est dans une démarche surtout d'explication. C'est ça qui est important. Et parmi ceux qui sont arrêtés, les motifs évoqués sont souvent d'ordre professionnel ou médicaux. L'adaptation aux horaires semble encore un peu difficile. Tu as les papiers avec toi? Non, en fait, on est juste d'apprendre qu'on pouvait finir un peu plus tard, mais on s'est dépêché pour pouvoir quitter Aroué à 9h. Il faut qu'on puisse compter 1h30 à 2h, environ 1h30 de rangement. Ça, c'est sans la clientèle. Et quand on sait que la clientèle arrive souvent vers les 19h30, 20h30, plus ceux qui arrivent vers les 21h, qui finissent de manger jusqu'à tard. Le temps était compté ce soir alors? Ouais, beaucoup. Ouais. Beaucoup et c'est vrai que c'est pas top. Vous venez d'où? De l'hôpital Maman. Mais en temps, les deux temps. Comme je suis parti vers 4h cet après-midi, je ne pensais pas à 10h, je vais sortir de là-bas. Et là, vous avez été contrôlé? Qu'est-ce que le routier vous a dit? Ils m'ont dit la prochaine fois, il ne faut plus ce papier-là, il faut attestation B. Dans la capitale, le couvre-feu est respecté. Pas un chat à la ronde, même dans les quartiers, les mesures sont suivies. Il ne se passe rien du tout. Même dans les quartiers sensibles où nous intervenons souvent, il faut avouer que les Polynésiens ils respectent bien les mesures qui ont été édictées. Au bout des 7 heures de couvre-feu, la soirée a été finalement calme. Les consignes ont été respectées, pas d'incident majeur à signaler. Reste désormais à tenir 27 jours encore. Nous vous rappelons que l'attestation de déplacement dérogatoire est téléchargeable sur le site internet du Haut-Commissariat ou sur la page Facebook de Polynésie la Première. Les marchands du dimanche sont unanimes pour dire que l'ambiance habituelle du marché de Papeete n'est plus, la fréquentation aussi, une baisse qui va avoir des conséquences sur les vendeurs en dépit de leurs efforts pour appliquer les gestes barrières, même si le couvre-feu n'a rien changé à leur habitude. Thierry Stamfleur et Patita Savia. Le couvre-feu n'y a rien changé. Les vendeurs venus des districts éloignés ont passé la nuit sur place afin d'être prêts à accueillir la clientèle avant l'aube. Depuis hier soir, ils ont croisé moins de jeunes en balade, mais pour le reste, rien d'autre à signaler. On est arrivé à 5h, après on a mis notre table jusqu'à 9h, après on a été dormi. Et vous avez dormi où? Dans le camion. On dort sur le camion.
Et là, vous avez fait la même chose hier soir? Oui. Donc le couvre-feu n'a rien changé pour vous? Non, pas du tout. Et personne n'est venu vous dire quoi que ce soit? Non, même pas. On est arrivé vers 5 heures, tout déchargé, et on est resté sur place, dormi. Notre patron a préparé notre feuille qui prouve qu'on peut rester en ville, qui prouve qu'on travaille sur place. Voilà, nous avons fait un papier de dérogation. Il est 6 heures, mais les allées du marché restent inhabituellement clairsemées pour un dimanche. Le poireautis mis à part, les autres stands ont du mal à attraper les clients. La crise économique liée au Covid est passée par là. Beaucoup aussi ont perdu leur emploi, donc ils n'ont plus assez d'argent pour acheter le poisson. Il faut se dire que le poisson il est assez cher aussi. Donc ils achètent des vracs de poulet toute la semaine, tout le mois, quoi. Et c'est très très dur en ce moment. Pour te dire, il y avait un lundi dernier, cette semaine, j'ai fait que 1500 francs. Des changements de comportement liés au manque d'argent semblent conduire de plus en plus de gens à improviser des stands en bord de route. Le marché se voit donc concurrencé et pas mal d'habitués du dimanche ne reviennent plus. On ne les voit plus du tout, c'est exact. Il faut dire aussi maintenant, et c'est là que j'admire les gens, c'est qu'au bord de route, il y a beaucoup maintenant qui essaient de faire aussi des stands au niveau des bords de route. Et c'est là où je les admire. Tu veux dire qu'il y a plus de concurrence aussi? Voilà. Je me contente de ma vente du dimanche actuellement. Parce que ça ne vaut pas la peine de venir? Ça ne vaut plus le coup de venir dans la semaine. Une petite vente et un sourire qui cachent difficilement une demande en forte baisse également, côté fleurs. Je ne vais pas cacher ça que oui, il y a une baisse, quand même une grande baisse, parce qu'on a réduit nos heures de vente, mais on n'a pas le choix, on fait avec. Il faut dire que chez le Tahitien, quand il faut offrir un bouquet pour sa femme ou pour la famille, il ne compte pas, parce que c'est le cœur qui offre. Alors il n'y a pas de ce côté-là. Voilà. Mais malgré tout, il y a quand même moins de clients. Malgré tout, c'est sûr qu'il y a moins de personnes qui viennent dans le marché. Tout le monde cherche donc à garder la tête hors de l'eau. L'offre existe, mais la demande semble en berne. Difficile de savoir si le marché de Papeete reflète exactement l'état général de l'économie, mais le constat n'est guère rassurant. Et sachez que le marché Mapuru à Paraíta ouvre ses portes de 5h30 à 16h du lundi au vendredi et jusqu'à 13h le samedi, de 4h30 à 10h le dimanche. Nous vous en parlions hier soir. Un nouveau centre d'accueil pour les sans-abri a été aménagé à Whareute. La commune, en partenariat avec les associations et les services sociaux, propose 90 places d'hébergement. La nuit dernière était donc une soirée test pour les agents. Sur les 300 personnes recensées dans les rues, seules 27 se sont rendues dans ce foyer temporaire. Nous accueillons dans ce journal Vaitinina Yamatsi, éducatrice de l'association Tetoria. Vaitinina Yorana, comment expliquez-vous le fait que seuls 27 sans-abri se soient réfugiés à Whareute hier soir? Yorana Eata, Yorana Polynésie première. Alors tout d'abord, les sans-abri de la ville de Papeete ont la liberté de venir donc, sur le site ouvert pour eux justement. Et puis nous laissons le temps parce que le site s'est ouvert hier seulement, donc on pense remplir les 90 places d'ici le milieu de semaine. Mais ont-ils été informés de la mise en place de ce nouveau centre d'accueil? Oui, un travail de communication a été fait par la mairie et puis pris en relais par l'équipe de rue de l'association Tetoria. C'est-à-dire que vous vous rendez dans les rues, vous allez à la rencontre de ces sans-abri pour les informer qu'ils peuvent rejoindre ce centre d'accueil pendant la période de couvre-feu? C'est bien ça. Il y a une équipe de rue qui tourne dans les villes de Papeete en journée comme en soirée pour informer le public vivant à la rue qu'un nouveau centre s'est ouvert sur Whareute, où ils peuvent venir prendre une douche, prendre un repas et dormir durant toute la nuit sous un toit. Ce centre est provisoire et donc à l'issue du 16 novembre, ces personnes retourneront dans la rue comme c'était le cas au mois d'avril. Est-ce que selon vous, c'est aussi la raison de ce refus? On va dire que c'est pas le refus, c'est juste
on va les sensibiliser un maximum. Comme dit en introduction, le centre a ouvert unique depuis hier seulement. Donc le temps que l'information passe, ils se rapprocheront du site, je pense, d'ici demain, en milieu de semaine. Alors, quoi qu'il en soit, vous avez accueilli les premiers réfugiés hier soir. Donc, comment s'est passée cette première nuit? La première soirée s'est très très bien passée. Donc, ils se sont habitués au lieu et tout. On a fait la visite. En tout cas, une soirée très très calme dans l'ensemble, avec l'ensemble des personnes présentes ici. Merci beaucoup, Vaïti Nina Yamatsi, d'avoir été en direct dans ce journal depuis Faréouté. Et sachez que lors de la période de confinement, 5 centres d'accueil avaient été mis en place pour accueillir les sans domicile fixe. 150 y avaient trouvé refuge sur 300 recensés. La Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité avait investi près de 6 millions de francs pacifiques dans ces opérations. Et le coronavirus oblige le navire Tour AP 4 à regagner Tahiti sans escale à Rapa comme prévu initialement. 2 marins ont été testés positifs à bord. Conséquence, 18 habitants de la plus éloignée des îles australes n'ont pas pu rejoindre leur famille et se sont retrouvés bloqués à Tupuai. Un élan de solidarité s'est tout de suite mis en place. Les particuliers et la municipalité ont fait don de denrées alimentaires et les associations ont pris en charge les élèves qui devaient eux aussi rentrer chez eux pendant ces vacances. On écoute ces réactions recueillies sur place par Gilles Busseuil. Normalement, aujourd'hui, on devait prendre le bateau pour Rapa. Mais vu le cas, il y a 2 Covid sur le bateau. Et là, on est bloqué encore ici. On attend encore les nouvelles. Je sais pourquoi on nous fait pas rentrer, c'est pour nous protéger. Et je préfère rester qu'avoir le coronavirus, rentrer sur Rapa et donner aux autres. On a préparé hier d'urgence des activités pour les 2 semaines. On va les faire sortir du collège. C'est vrai qu'avec le Covid qui rôde, c'est pas évident, mais on respectera les gestes de barrière. Par ailleurs, une personne arrivée sur Tupuai le 23 octobre dernier a également contracté le virus. Il a alors été demandé à tous les passagers de s'isoler à domicile. Les élèves de Fatuhiva, eux, ont la chance de pouvoir profiter de ces semaines de repos près de leurs proches. Ils ont été rapatriés par bateau. Hier, ils débutent cependant leur congé par un confinement strict dans une salle paroissiale pendant 7 jours. Un cas de Covid+ détecté dans l'établissement scolaire a contraint les dirigeants municipaux à prendre cette décision, une manière de les protéger et de préserver les habitants de l'île. Aujourd'hui encore épargnés par l'épidémie, Séverine TV Pauhu répond à Lionel Tehamwana. Suite à l'annonce de maire pour le confinement de nos enfants scolarisés à Hivaoa et que nous-mêmes parents, nous n'étions pas préparés à cela, nous avons pris l'initiative de respecter les gestes barrières. Et nous remercions le maire et la paroisse de nous avoir aidés à gérer tout cela pour le bien de la population. Une très bonne initiative. Au chapitre sportif, Kahiri Endeler et Eddie Leroux s'octroient une nouvelle victoire. Le tandem remporte le Grand Prix Terevau, une nouvelle course organisée par l'association Team Orohena Racing. Pour ce grand rendez-vous, 3 parcours s'offraient aux 48 compétiteurs entre 29 et 99 km de distance. Avec Marcel Bonneau sur un commentaire de Rowan Potorou. Avant et après chaque course, c'est désormais la norme. Le port du masque et les gestes barrières pour les cyclistes. Le Grand Prix Terevau ne fait pas exception à la règle. Les coureurs se plient facilement parce que toute l'année, on a eu du mal à mettre en place des courses. Donc de s'entraîner, avoir un objectif, c'est pas évident. Donc ils se plient aux règles parce qu'ils veulent courir, parce que c'est bien de s'entraîner, mais ils ont besoin de courses. C'est un peu pour ça que nous avons effectué cette course-là. C'était difficile avec les annonces actuelles du territoire et du Haut-Saria. Et on nous fait confiance, donc à nous à être confiants et à se protéger chacun de faire le sport dans les règles. Et dès 8h ce matin, le départ des 3 courses programmées est donné. Celle réservée aux minimes, au Pass Open et la catégorie élite. Un tronçon depuis Mahina, direction le PK25 de Tiarei, puis retour en boucle au PK18 de Papeno pour une arrivée au col du Tahara.
Pour les Pass Open, la bataille a été rude entre les vétérans. Il faudra attendre la phase retour à Papineau pour voir une belle échappée avec deux coureurs, Tereate abordé de Piquet et Moana Taraoura de Aroué. Et c'est finalement Moana qui prendra le dessus à la montée du Tara, une arrivée à bout de souffle. J'ai attendu que ça se calme un peu à Ounou. J'ai contré et puis voilà, tout à fond. Et le gars de Piret, là, il m'a bien aidé aussi dans... Comme il était devant, donc on a bien roulé ensemble jusqu'au pied de la bosse, il m'a amené, c'est sympa à lui. Moana, avec toute l'expérience qu'il a, donc il est parti au bon moment. J'ai pas pu revenir sur lui dans le Tara. Mais bon, comme on dit, erreur de débutant. Ouais, mais c'est super. Il manquait quelques mètres pour le rattraper parce qu'il était revenu comme une fusée. Hein. Voilà, c'était le petit mètre qui manquait un peu. Dans la catégorie élite également, le travail d'équipe a fait la différence sur les derniers kilomètres. Les deux rouleurs du Tamaripunaru n'ont pas chômé sur les 99 km de route. Après plusieurs tentatives d'échapper, c'est finalement Tara que Kahirian Deleur et Eddy Leroux creusent le trou avec les deux coureurs du VCT. On a commencé quand même les hostilités à Nivelles. On a vu que ça ne décrochait pas trop, donc on a réessayé sur le plat. Chacun notre tour, même nos adversaires ont essayé, hein, mais ça ne décrochait pas, donc on s'est dit bon, vaut mieux attendre l'ascension finale, donc le Tahara, pour lancer les hostilités. C'est la tactique de la course qui a fait qu'on est arrivé à 4 au pied. Et après, on s'est départagé dans le Tahara qui est suffisamment dur pour faire des écarts, quoi. Avec cette nouvelle victoire, 5 au total pour le club de Tamaripunaru, le prochain championnat de Polynésie en ligne s'annonce prometteur. Rendez-vous donc le 15 novembre du côté de la côte Est pour les 80 km en catégorie élite. Et nous allons prendre l'air à bord du Maristella pour découvrir la vie de marins. Intarissable source de richesse et de savoir, la mer transforme ses hommes. Chaque trajet effectué est différent, mais en tout temps, l'équipage doit faire face aux aléas de la météo, aux turpitudes du vent et à une mer jamais facile à dompter. Le reportage de Punuatuti. Chaque mois, le Maristella 4 effectue 2 tournées pour ravitailler les Tuamotu de l'Ouest. À bord de cette goélette se trouvent 17 marins qui, pendant 2 semaines, se rendent sur le pont. Une tâche pas toujours simple pour ces hommes de la mer, notamment lorsque les atolls ne possèdent pas de quai, comme à Tepoto, Raraka ou encore Whangatau. La barge est alors le seul moyen pour assurer le chargement et le déchargement de fret. Et la chose la plus difficile dans mon métier, c'est les heures de travail. Des fois, c'est pas souvent, c'est pas tout le temps évident. On travaille sur le soir ou tôt le matin. Il y a beaucoup de risques aussi sur les barges. C'est quand on travaille la nuit, quand il y a du mauvais temps, il peut y avoir des accidents. Surtout la nuit, hein. C'est pas évident. Après chaque accostage, lorsque la goélette reprend la mer, c'est l'heure du réconfort. Un masseur a été engagé pour soulager les muscles endoloris des marins après plusieurs heures de travail. Quand je prends ma table de massage pour soulager un peu l'équipage, parce que j'ai un travail assez dur aussi. Je travaille tôt le matin, des fois quand il pleut, dans le froid, alors je les soulage un peu, ça leur fait du bien, quoi. Et moi, ça me fait plaisir de contribuer un peu au bien-être de l'équipage. Entre 11h et 14h, c'est l'heure du déjeuner pour les 17 marins. Au menu, poisson cru mitihoué, po et taro ou encore fafaru. L'essentiel pour faire le plein d'énergie, car ici, la fatigue n'est pas autorisée. Les marins dorment quelques heures seulement et se lèvent à 4h du matin, juste le temps d'un petit déjeuner. Et c'est reparti pour une longue journée. Et enfin, notre rubrique nostalgique du dimanche s'intéresse à un stage d'éducation physique et sportive donné à une trentaine d'enseignants par l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Le but, leur donner les clés d'une pédagogie sportive réussie. Regardez. Bien, alors nous allons faire une partie de joueur-but. C'est un jeu qui est facile à mettre en place parce qu'il ne demande aucune installation sportive particulière et que nous avons tous dans nos classes un ballon et par conséquent un petit terrain où nous pouvons le mettre en place avec les élèves. Alors, l'équipe des Verts, Pierre Rouanette, qui est aussi inspecteur départemental de l'éducation et président de la commission nationale de l'USEP, semble être un homme de terrain.
servir d'observateur. En fait, ce stage qui réunit une trentaine de dissertations entre tous les participants vers 3 directions. Tout d'abord, accroître la compétence des maîtres dans le domaine technique sportif, puis compléter leurs connaissances dans le domaine pédagogique de l'éducation physique, qui n'est pas différent des autres activités du tiers-temps et dont nous parlerons plus loin. Enfin, accroître la compétence des uns et des autres dans le domaine doctrinal. Et pour cela, Pierre Renette compte diriger leurs réflexions à partir des activités physiques. Autrement dit, l'emploi du temps de ces stagiaires sera modulé pendant une semaine par la réflexion sur le travail possible sur Internet. Mais ce qui intéresse avant tout ces enseignants, c'est de trouver la meilleure approche possible de l'enfant, de tous les enfants, pour un développement harmonieux de leur personnalité. L'organisation de l'école élémentaire, vous le savez, est divisée en 3 temps. Il y a le temps du langage fondamental, le français, le tahitien, les mathématiques, le temps des activités d'éveil à dominante esthétique comme l'histoire et la géographie, le dessin, et puis enfin le temps de l'éducation sportive. Et dans ce cadre, les 3 organismes de tutelle de l'USEP, à savoir le service de l'éducation, la jeunesse et les sports et la fédération des œuvres laïques, s'emploient à former des animateurs militants et capables d'aider leurs collègues afin d'organiser au bénéfice de tous un enseignement régulier et efficace du sport à l'école élémentaire. En somme, pour ces jeunes gens et ces jeunes filles, l'éducation sportive, c'est l'éducation tout court. Voilà pour l'actualité de ce dimanche. L'information principale de cette édition, 130 militaires ont été déployés sur le terrain pour veiller au bon respect du couvre-feu. Ils ont surtout effectué de la prévention envers les personnes contrôlées, mais elles étaient très peu nombreuses. Seules quelques-unes ont été rappelées à l'ordre, mais le constat est clair, le couvre-feu fonctionne. L'actualité à venir, Météo France présentera ses prévisions relatives aux risques cycloniques pour la saison chaude 2020-2021 mardi. Jeudi, les élus de l'Assemblée sont appelés à débattre sur le budget de la Polynésie pour l'année prochaine. Et enfin, vendredi, le plan tant attendu de la lutte contre l'AIS sera détaillé par la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse. Initié en février, prévu pour avril, il voit enfin le jour en ce mois d'octobre. Vos quotidiens titrent demain sur ce que vous pensez du couvre-feu pour la dépêche de Tahiti et le rapport de la CTC qui épingle la commune de Tumar'a pour Tahiti Info. Merci pour votre fidélité. Polynésie la première vous propose de voir ou de revoir le film d'animation Vaiana en Rio Maui juste après ce journal. Prochain point d'info demain matin en radio dès 5h30 avec Carlos Natua et Tita Wadoum. Je vous retrouve demain soir en compagnie de Stéphane Ratino pour vos journaux télévisés. Prenez soin de vous et très belle semaine. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.